Il faut demander pour ces postes. On peut dire 3 réponses: «Non», on peut dire: «Oui» ou on peut dire: «Pas tout de suite». Il y a personne qui demandera à ta place. Imagine un monde où les femmes occupent les plus hautes sphères du pouvoir sans que cela ne soit une exception. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui lève le voile des coulisses de ce fameux monde. Dans chaque épisode, nous te proposons des rencontres intimes où l'on décrypte les codes du leadership en tant que femme. Que tu sois une femme en quête d'inspiration, un homme souhaitant devenir un allié plus engagé ou simplement curieux de découvrir de nouvelles perspectives, prépare-toi désormais à être inspiré, à repousser tes propres limites et à recevoir des conseils précieux. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage ce podcast avec tes proches. Maintenant, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café et plongeons ensemble dans une discussion riche et inspirante. Merci et bienvenue pour cet épisode de podcast. Aujourd'hui, on accueille Michèle Debain qui vient des États-Unis. Vous le verrez avec son petit accent, mais c'est aussi beaucoup d'informations parce que, au-delà du fait que tu viennes des États-Unis, Michèle, tu as aussi eu une expérience internationale et donc ça va être aussi très intéressant, je pense, dans nos échanges, de voir un petit peu les différences autour de la parité, autour de la femme et autour des évolutions et de ces postes à grande responsabilité que tu as pu avoir à travers les pays. Aujourd'hui, tu es à la tête de ton entreprise qui s'appelle Past Partners Europe. On en parlera un petit peu, même si le thème aujourd'hui de ce podcast Beyond the Role, c'est vraiment de parler de la partie salariée que tu as pu avoir juste avant de lancer ton entreprise, dans laquelle tu as été, voilà, on va parler du dernier poste, tu as été VP et tu as été General Manager aussi dans cette entreprise ICAD, ou ICAD d'ailleurs, je ne sais pas comment tu le prononces, comment vous le prononcez, ICAD. Hem et heu évidemment, moi, j'aime bien donner toujours une petite anecdote et en effet, au confinement, tu t'es mise à la peinture et désormais, tu as aussi vendu ta première toile, ce qui fait de toi, une peintre à part entière, un autre rôle à mettre sur tes multiples casquettes en tant Ouais, que merci maman Margot. de 2 Je suis enfants aussi. ravie d'être là. Merci, merci beaucoup. Eh bien, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Je parle pas beaucoup du parcours au début quand je vous présente parce qu'on va en parler tout le long de l'épisode et ça va être quelque chose sur lequel on va rebondir. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, Michèle, à atteindre finalement ces postes-là? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Par où tu as commencé? Dis-moi un petit peu plus ton parcours. D'accord. En fait, j'ai fait ça a débuté, avec une école de commerce. J'ai fait une école de commerce. J'ai commencé aux USA et j'avais une chance parce que mon papa était pilote. Il faisait le Los Angeles-Paris direct et un jour, il m'a dit: «Est-ce que ça t'intéresse d'aller passer un an à Paris?» Et j'ai sauté à l'occasion. J'ai trouvé ça, fabuleux. Donc j'ai intégré une école de commerce à Paris, avenue Bosquet, université américain. Où j'ai convaincu après un an, j'ai convaincu mes parents de rester à Paris et donc j'ai fini mon diplôme, en commerce, à Paris et là, j'ai, débuté ma carrière, en fait, en France. Je suis pas retournée aux US. En fait, il y a aucun moment de ma carrière, j'ai retourné vivre aux USA. Donc ça, c'était dans les années 90. À l'époque, tu seras étonné de savoir, à l'époque, en France, ce n'était pas forcément un atout de parler anglais. Donc, les postes à pouvoir à l'époque étaient essentiellement pour les Français et les Françaises et j'étais un peu mise à l'écart. Donc ça, c'était un peu difficile de débuter dans un pays qui n'était pas la mienne. Donc j'ai dû vraiment prendre un poste. J'ai pris un poste qui était peut-être pas ce que j'aurais souhaité faire, mais il fallait que je rentre dans le monde du travail. Voilà. C'est marrant parce que, quand tu dis: «C'est un poste que j'aurais pas forcément voulu», finalement, est-ce qu'il t'a aidé pour la suite ou est-ce que tu t'es dit après coup, «C'était pas si utile»? Euh, Est-ce que ça... Alors, moi, je pense que chaque chemin que tu as dans la vie t'apporte quelque chose. Donc, c'était pas du tout, un poste, de rêve, d'espoir, enfin, c'était vraiment un poste, pas terrible, mais je l'ai pris parce qu'il fallait que je rentre dans le monde du travail et je me suis dit: «Je vais pas rester là». Donc c'est pour ça que je suis rentrée, j'ai commencé, à avancer à ce moment-là. Je me suis dit: «Je voilà, il faut que je fasse autre chose». Rester dans l'action. Ouais, exactement. Parfait et ensuite du coup? Ensuite,
j'ai fait un gros changement. J'ai eu 2 enfants, donc j'ai eu 2 enfants. Je travaille toujours dans ce secteur. C'était, un secteur de transport et après mon deuxième enfant, j'ai décidé que je veux le retourner à l'école. Je veux le faire un troisième cycle et parce que je me suis dit: «Je n'accède pas à les postes que j'aimerais bien accéder». Les postes de management étaient pas, du tout sur mon chemin, sur ma mon parcours à l'époque. Donc je me suis dit: «Je vais retourner à l'école». Donc j'ai discuté avec mon mari et il y avait un programme de l'ESSEC à l'époque. J'avais 30 ans, 31 ans et en fait, on habitait en Avignon à l'époque et l'ESSEC, le programme était à Paris. Donc il fallait que je voyage, tous les week-ends, pour monter à Paris pour prendre des cours, hein. C'était le jeudi soir, j'arrivais, toute la journée vendredi et toute la journée samedi, 2 fois par mois en fait. C'était pendant 2 ans pour avoir ce diplôme de MBA. Donc j'ai fait un master en business, administration à l'ESSEC et c'est là que ça a changé tout pour moi. Bon déjà, j'avais une chance parce que mon mari était, quelqu'un qui me soutenait. Il savait que j'avais des frustrations en France pour trouver un poste qui m'intéressait et il m'a dit: «Si, en retournant à l'école, tu peux accéder à d'autres postes, vas-y, donc je te soutiens». Et pendant mon MBA, j'ai fait une thèse et la thèse était, dans l'industrie pharmaceutique, ce qui m'intéressait beaucoup et je me suis dit à l'époque: «Oh, je vais rentrer dans l'industrie pharmaceutique parce que je pense qu'il y a beaucoup de postes et il y a aussi de l'argent». Donc je me suis dirigée vers ça. Par contre, j'habitais en Avignon, donc dans le sud, donc il y avait pas beaucoup de boîtes pharmaceutiques. Donc je me suis, rebattue sur le médical et à ce moment-là, je suis rentrée dans une société médicale et ça, c'était vraiment le début de toute ma carrière que j'ai fait dans le médical. Donc je suis rentrée dans un poste clé pour moi qui était un poste en marketing. Je suis rapidement, devenue la directrice, marketing monde pour cette, société qui était un start-up. J'ai eu une chance, incroyable, puisque il y avait tout à construire. Il y avait tout à faire dans cette société. Il y avait même pas de produit encore et en tant de directrice de marketing, j'ai eu la chance de tout créer. Donc de créer l'image de la société, de créer, l'image de le produit, de créer tout ce qui tourne autour de marketing, c'était vraiment fabuleux et j'ai monté une équipe, avec des personnes en fait que j'ai au fur et à mesure de ma carrière, j'ai ramené dans d'autres sociétés à la suite. Donc c'était vraiment une très belle époque. J'avais beaucoup de soutien de, la PD le PDG, la direction et j'avais beaucoup de soutien de mes collègues parce que c'était un domaine que je connaissais pas et j'avais tout à apprendre. Donc on était, très soudés et j'avais beaucoup d'autonomie. Donc j'ai beaucoup apprécié. Qu'est-ce qui fait que du coup tu avais ce soutien-là? Est-ce que tu saurais nous dire un peu, qu'est-ce qui a fait que tu as pu avoir ce soutien, que tu as eu ces personnes-là autour de toi? J'ai l'impression que c'était beaucoup de monde, c'était pas juste une personne. Parfois on dit: «Il y a un mentor qui m'a accompagné, qui m'a aidé, qui m'a ouvert les portes». Là, j'ai l'impression que c'était davantage de personnes autour de toi. Oui, je pense, dans un premier temps, c'était l'ambiance d'un start-up parce que tout le monde se sent vraiment, enfin, on porte plusieurs casquettes. Tout le monde met les mains dans la pâte, tout le monde est prêt à tout faire pour les autres, pour réussir ensemble. Donc c'était un peu l'esprit de la société. En plus, c'était les gens autour de moi qui étaient très intelligents, donc ils savaient que, le plus rapidement que tout le monde comprenait le produit, le plus rapidement qu'on pouvait le vendre aux autres, donc c'était vraiment un esprit. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup, plu dans ce start-up et c'est vrai que, la liberté, l'autonomie, c'est quelque chose qui est très important pour moi. J'aime pas le micromanagement et je micromanage pas du tout, mes équipes parce que je sais que on travaille mieux qu'on a la confiance de nos managers
Et ensuite, un autre étape clé pour moi a été, la dernière, poste, que tu as mentionné, où j'ai pu, accéder à le poste de vice-président et general manager pour un business unit. Donc, iCAD, était une société oui, est une société de IA pour le cancer du sein. Et j'ai pu passer 7 ans, dans cette entreprise à tout développer le marché extérieur de l'US. C'était une société américaine, mais ils avaient très peu de choses de vente à l'extérieur de l'US. Moi, j'ai eu la chance de développer l'Europe. À l'époque, on m'a demandé juste de gérer les, mmh, les grosses sociétés. Donc, on avait les accords avec les grosses sociétés comme GE, Siemens, Philips à l'époque. Et j'ai rapidement vu que pour vraiment bien faire, il fallait que je monte un réseau de distribution, je monte une équipe directe, que je monte un équipe de service après-vente pour être proche de nos clients et que je monte une équipe de marketing parce que le marketing en Europe, en Moyen-Orient, en Asie n'est pas pareil que celle aux US. Donc, j'ai eu encore une opportunité un peu carte blanche de tout monter. J'ai eu beaucoup de soutien encore de la PDG. J'ai eu plusieurs PDG hommes et à la fin une PDG femme qui m'ont beaucoup soutenue. Et encore, j'ai eu beaucoup d'autonomie et je pense que quand on a ça, on réussit pour la société et pour soi-même et pour ses équipes. Donc j'ai pu encore monter une équipe fabuleuse, heu, qui et c'était très difficile quand j'ai décidé de monter ma boîte, de quitter mon équipe parce que c'était un peu les mêmes personnes que j'avais dans mon passé qui m'ont suivi. Ça, c'est un gros compliment et moi j'aime beaucoup gérer les équipes et c'est grâce à ça qu'on a un succès. En tant que leader, il faut vraiment avoir une équipe qui nous soutient. La réussite est vraiment partagée. Avec tout ce parcours-là, quels seraient les premiers conseils là quand tu nous parles de l'équipe? J'imagine que quand tu, montes les échelons et cetera, bien évidemment que ça doit être, très important, mais tu dois aussi, j'imagine pour monter, lâcher certaines équipes, monter, un cran au-dessus et donc parler à d'autres personnes. Comment est-ce que ça se, comment est-ce que ça se crée, dans le quotidien et quelles sont les peut-être les difficultés que tu as pu avoir dans ces moments-là? C'est vrai que c'est très difficile de quitter une équipe, quand on bouge au sein d'une entreprise ou quand on bouge d'une entreprise à l'autre. Hem, mais en même temps, si on sait qu'il faut bouger pour accéder à d'autres postes, c'est quelque chose malheureusement qu'on doit faire. C'est un peu comme un deuil des fois de quitter une équipe qu'on aime beaucoup et qui nous apprécie beaucoup. C'est pas évident, mais je pense que les choses clés que moi j'ai essayé de faire personnellement étaient de les personnes qui sont très chères à moi, dans les équipes du passé, je sais toujours les intégrer dans les nouveaux postes. Parce que ça les fait évoluer aussi. Ça les fait changer de société, mais d'avoir une évolution aussi. Donc de continuer à grandir et grandir ensemble, c'est très, très bien parce qu'on connaît la personne nous connaît et c'est juste le contexte qui change. Moi, je suis quelqu'un qui croit honnêtement plus dans la personnalité de la personne que ses capacités à l'époque. Par exemple, moi, j'ai embauché, sur mon dernier, poste de vice-président, j'ai embauché quelqu'un qui a jamais fait de service de sa vie mais que je connaissais de ma société, avant. Et il m'a dit: «Mais Michel, pourquoi tu veux que ça soit moi et tu peux prendre quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en service?» Et je dis: «Mais en fait, je te choisis pour la personne que tu es, parce que j'ai confiance en toi et je sais que tu es capable d'apprendre. Donc ça, c'est plus important pour moi que de prendre quelqu'un qui a déjà toutes ces capacités que je connais pas». Et en fait, il a appris sur un autre collègue sur l'équipe et ils sont devenus mais enfin, l'équipe de service était incroyable, très fort, il savait tout et en plus, il était vraiment dédié à ce service et dédié à l'équipe et je pense que
Ça commence là. C'est la personne avant le métier. On peut apprendre un métier. C'est certain. C'est certain et quand tu dis, que c'est la personnalité, on entend beaucoup aujourd'hui, on faut recruter davantage pour les soft skills que pour les hard skills, et du coup de davantage se poser sur, la personnalité, ce qui dégage, ce que la personne te propose, la mentalité avec laquelle elle vient et cetera, versus simplement des connaissances et des compétences, basiques parce que de plus en plus finalement, on les aura déjà avec, l'intelligence artificielle ou ce genre de choses et puis de plus en plus, elles seront accessibles de plus en plus rapidement. Donc ouais, ouais, c'est aligné, c'est un point qui est, assez intéressant. Donc là, je me permets de, hop, refaire un petit pas de côté et de, remettre sur le tapis le sujet, du podcast des stéréotypes un petit peu féminins. C'est que quand on repense aux soft skills, finalement, il y a une différence encore aujourd'hui de soft skills entre les hommes et les femmes. Est-ce que tu as perçu, toi, cette différence, soit par ton propre parcours, soit par les personnes que tu as peut-être recrutées? Heu, entre hommes et femmes, dans mon équipe, non. Je veux dire, il y a vraiment égalité. Hem, c'est effectivement, dans ma carrière, je n'étais pas très confrontée à ces différences non plus. Je sais qu'il y a, pas mal de enfin, en stéréotypes et cetera, il y a des femmes aujourd'hui qui souffrent dans les industries. Mon mari, par exemple, il est dans le BTP et c'est un métier, c'est une industrie très difficile pour les femmes. Il y a des femmes qui n'accèdent pas à les postes qui les méritent, puisqu'il y a, des hommes justement qui font promouvoir leurs, copains ou leurs ex-copains de l'école. Ils sont tous de la même école. Enfin, c'est les networks que, si je peux le dire aujourd'hui, c'est vraiment les hommes sont très forts à faire les networks et les femmes, il faut que nous, on fasse pareil qu'eux. Il faut qu'on sache se promouvoir. Il faut qu'on sait dire, «Vous, vous cherchez quelqu'un, moi je connais quelqu'un qui est dans cette autre industrie, c'est une femme, je pense qu'elle sera la bonne personne pour vous. Je vais vous donner son numéro de téléphone, il faut le contacter de ma part». Ça, c'est quelque chose qui est en place depuis des centaines d'années pour les hommes et les femmes, on n'arrive pas à créer nos propres réseaux comme ça. Bon, ça commence, hein, il y a des réseaux de plus en plus féminines, mais moi, j'insiste sur le fait que les femmes doivent vraiment aider d'autres femmes et qu'on arrive à des postes importants, il faut commencer à aider d'autres femmes et casser les stéréotypes. Ouais, complètement dans ce que tu dis, je reconnais pas mal, de discours que j'ai entendus, autour de moi quand je parle de la parité et de la notion de networking et de recommandation aussi. Il y a heu, en effet, faire partie d'un réseau et enfin sortir, aller voir les gens et cetera, c'est une chose, c'est une première étape et d'ailleurs, il y a certaines, personnes qui souffrent déjà de cette première étape et qui ont déjà des difficultés à trouver les réseaux, trouver des endroits, donc c'est déjà une première étape. Mais ce dont tu parles là, c'est même une deuxième étape, c'est d'accepter de recommander quelqu'un, d'accepter de partager, son réseau à quelqu'un d'autre, d'accepter de partager une opportunité à quelqu'un d'autre et ce niveau 2, j'ai envie de dire, est vraiment plus dur pour les femmes, et je suis obligée de partager le biais qu'on nous a mis depuis très petite, et depuis des générations finalement, parce que c'est mon cas, mais c'est le cas de ma maman, c'est le cas de ta maman, c'est le cas de toutes les générations passées, où on nous a inculqué finalement par plein de contenus, par plein de choses, différentes, que, la personne qui était en compétition avec nous-mêmes, c'était pas nous-mêmes justement, c'était les autres femmes. C'était qu'il y avait une femme plus belle que les autres, une femme plus, agréable que les autres, une femme plus quelque chose que les autres. Et en fait, c'est cette partie-là qui nous empêche de nous recommander entre nous, qui nous empêche de créer ces liens-là, de fraternité, donc de sororité maintenant, c'est un mot qui ressort beaucoup. Et cette 2e partie-là, cette deuxième étape-là, comment est-ce que toi, quels seraient peut-être les outils que tu as utilisés dans ton évolution, dans ta carrière, comment ça te vient? Peut-être que c'est naturel, mais du coup, est-ce que tu peux donner des petits outils, des petites stratégies pour les femmes qui ont envie de tenter ça, qui ont envie de se lancer dans la recommandation et dans le partage, mais qui ont encore des difficultés?
En fait, c'est effectivement, je trouve pas ça difficile, hein. C'est que c'est vrai qu'une femme, c'est facile aujourd'hui avec, LinkedIn. On peut échanger par LinkedIn, on peut échanger par mail, on peut, enfin moi j'aime bien faire les recommandations pour les femmes ou les hommes, hein, avec qui j'ai travaillé. D'ailleurs, je ne fais pas de différence. Mais je pense qu'il faut protéger. Alors, le vrai problème, je trouve, entre les femmes aujourd'hui en poste, euh, c'est la jalousie. Il faut pas, il faut jamais, en tant que leader, être jalouse de quelqu'un qui est sur votre équipe. Ils sont sur votre équipe, vous êtes leur mentor, vous êtes là, mentor, vous êtes là pour les aider, ils vont vous apporter quelque chose. C'est bien de voir quelqu'un super intelligent sur votre équipe. Il ne faut pas être très jalouse parce qu'ils ont un atout que vous n'avez pas. Au contraire, il faut mettre dans votre équipe les gens qui ont les atouts que vous n'avez pas pour vous aider. C'est ça l'équipe. Donc les femmes aujourd'hui, on peut les aider dans des milliers de façons. On a une chance d'avoir les réseaux sociaux aujourd'hui qu'on peut rapidement les mettre en contact avec d'autres personnes. Euh, il faut le faire. Il faut le faire. Et c'est intéressant. Comment est-ce que tu arrives à savoir, qui connecter avec qui? Tu vois, comment est-ce que tu arrives à savoir: «OK, cette femme-là, je vais la connecter avec telle personne». Qu'est-ce qui te vient en tête? Si tu veux me donner peut-être un exemple? Oui, bah, c'est vraiment le parcours, le parcours de la personne et la personne en face. Effectivement, je vais toujours connaître les deux personnalités, donc je vais savoir est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Donc ça, c'est important. La personnalité, le parcours de la personne, l'intérêt qu'ils ont en commun, et je pense que ça, c'est les trois choses qui sont très importantes pour vraiment faire une introduction. Mais pourquoi pas tenter? De toute façon, on n'a pas besoin de cocher tous les critères pour juste faire un simple introduction. C'est juste, on ne sait pas. J'allais justement te dire ça. Voilà. J'allais dire: «Et s'il y a pas tous les critères, si on les connaît pas tous?» Bah, en fait, OK. Du coup, lance-toi quand même, partage quand même l'info et tu verras bien ce qui se crée, quoi. Alors, il faut prendre le temps de le faire parce que je pense que les gens, ils disent oui, oui, je vais le faire, je vais le faire. Après, ils sont dans la journée, ils oublient, ils ont plein d'autres choses à faire. Il faut dire, moi, je me dis chaque fois que j'aide quelqu'un à se mettre en contact, quelqu'un l'a fait pour moi ou va le faire pour moi. Donc, moi, c'est du karma, du bon karma qu'on se produise en fait. C'est une énergie positive. On aide les autres, ils vont nous aider ou on a déjà été aidé. Donc, pour moi, c'est vraiment prendre le temps de le faire. C'est très important. Et les gens, ils apprécient. Vraiment, après, je pense que vous êtes respectés parce que vous aidez les autres. Et ça peut que vous aider dans l'avenir. Et en fait, vous êtes heureux quand quelqu'un trouve un poste parce que vous l'avez mis en contact et les deux sont heureux. Donc, c'est bien. Il faut le faire de plus en plus. Ouais, bien sûr, il y a une notion de positif, puis qui appelle le positif, quoi. Je crée un lien, donc je crée un poste et donc enfin, un poste, qui était à pourvoir et donc je suis appréciée dans cette entreprise-là parce que du coup, ils ont un bon élément et cetera et en fait, derrière, il y a un cercle vertueux qui se crée. Donc oui, oui, je suis enfin, complètement alignée avec ça et je pense par contre, quand on dit ça, j'ai des petites choses dans la tête qui me disent que je pense que, peut-être la peur de dire des bêtises, la peur de recommander quelqu'un qui sera peut-être pas à la hauteur de ce que l'entreprise voulait. Là, il y a quand même encore des petites peurs qui peuvent bloquer les femmes. En fait, je te dis les femmes, mais je pense qu'il y a des hommes qui sont aussi bloqués par ces peurs-là en les disant. Même si je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent être bloquées parce que c'est pas quelque chose de naturel qu'on nous a appris à faire, à nous les femmes, d'être dans ces événements-là, de recommander un tel ou un tel. Et d'ailleurs, ça résonne avec une soirée que j'avais vue, je crois que c'est à Sciences Po, où il y avait une soirée cigares et je sais plus quoi. Et je m'étais dit, c'est marrant parce que je me reconnais pas du tout dans cette soirée-là. C'est-à-dire que j'aurais pas du tout envie d'aller dans une soirée cigares. Et je me suis dit, c'est marrant parce que pourtant, je pense qu'à ce moment-là, en fait, il se passe plein d'échanges. Je suis sûre qu'à ce moment-là, il s'échange plein de contacts, plein d'opportunités, plein de connaissances sur les actualités, sur le marché, et donc ça m'a fait vachement penser à ça et raisonner par rapport à ça en me disant
OK, il y a ces soirées-là qui sont toujours là, mais il y a tellement de nouvelles choses qui sont en train de se préparer. Il y a des nouveaux networks, des nouveaux groupes qui sont déjà créés, qui sont là depuis longtemps, et qui nous permettent de pouvoir le faire sans avoir cette casquette de soirée cigare, mais d'aller chercher à mimer un petit peu ce qui s'y fait, je pense. Oui, 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 tu as raison. Et c'est vrai que, enfin, moi, je suis dans un club de management et c'est vrai que être dans les réseaux ou dans les clubs, que ça soit mixte ou purement féminin, des fois, c'est de sortir un peu de ta zone de confort parce que pour démarrer, c'est peut-être pas évident. Tu es dans un milieu, enfin, tu te sens que tout le monde, te juge quelque part, mais en fait, les gens, ils sont plus concernés avec eux-mêmes qu'autre chose. Donc, il faut oser, il faut rentrer dans les networks, il faut rencontrer de nouvelles personnes. C'est pas toujours évident, mais une fois qu'on est dedans, on est heureux d'être dedans et ça peut avancer la carrière. Pas juste la carrière, ça peut avancer la carrière, mais ça peut avancer ta croissance personnelle. Et ça, c'est important aussi. C'est de voir de la diversité, d'avoir d'autres intérêts, d'autres stimulations, etc. Moi, quand tu as mentionné que j'ai appris la peinture pendant le Covid. Alors, moi, je suis quelqu'un qui voyage énormément. Pendant des années, j'étais partie de la maison tous les 15 jours, je faisais un voyage international. Pendant le Covid, tout ça, ça a stoppé. Moi, je savais plus qui j'étais parce que une partie de mon identité était de voyager. Et je me suis retrouvée à pas bouger. Et c'était une frustration qui était terrible. Et un jour, je me suis dit, ah, j'ai toujours voulu peindre. Et si je me mettais à la peinture? Donc, j'ai commandé les peintures à Internet. J'ai reçu tous les objets pour commencer à peindre. Bon, je me suis inscrite dans un vidéo pour commencer à regarder les cours online. Et, et en fait, je suis sortie complètement de ma zone de confort pour créer quelque chose de nouveau. Maintenant, je suis dans les cours de peinture et j'avais peur d'y aller au départ parce que qu'est-ce qu'ils vont penser? J'ai jamais appris à peindre. À peindre, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? J'arrive avec des toiles, ils vont me juger, ils vont me dire, waouh, qu'est-ce qu'elle fait? C'est horrible. Mais en fait, il faut sortir de sa zone de confort parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et il faut oser avoir peur. Il faut oser avoir peur. Et je me dis souvent, surtout dans les nouveaux postes, on me dit: «Oh, est-ce que je vais réussir? J'ai pas toutes les connaissances, j'ai pas tous les atouts. Est-ce que je vais réussir?» Et si on pensait différemment? Si on pensait: «Et si je réussis à la folie? Si je réussis à la folie?» J'ai pas pensé à ça. Je pourrais réussir. Voilà, on est tout le temps en train de dire: «Si je ne réussis pas», mais si je réussis, alors ça, ce monde-là, il sera comment? Donc je pense qu'il faut qu'on change un peu nos et ça nous sort de la peur, je pense. Ouais, complètement dans ce que tu dis, je vois, il y a une partie très intéressante, je trouve, c'est sortir de ta zone de confort. Oui, mais pas que dans le pro. Il y a sortir de sa zone de confort dans sa vie perso aussi, dans sa carrière aussi. Aller parler à telle personne dans tel autre département alors que normalement on lui parle jamais, alors que tu as aucun besoin professionnel, ben, ça crée quand même un lien, c'est quand même intéressant et ça te sort quand même de ta zone de confort et en effet, c'est pas une peur de dingue, à surmonter, versus parler au PDG, peut-être que c'est une peur plus importante pour toi. Donc, aller chercher continuellement à avoir cette, ouais, à franchir cette barrière, en fait, entre la zone de confort et le reste. Donc ça, c'est un premier point et moi, j'entends un deuxième point dans ce que tu dis et que je trouve hyper important, c'est que dans la carrière, il y a une notion de avoir envie de toujours un peu tenter des nouvelles choses. Avoir envie, tu vois, j'entends même une sorte de curiosité, en fait, dans ce que tu partages dans la peinture. C'est, continuer de cultiver, ta curiosité parce que c'est aussi comme ça que tu vas apprécier, l'évolution, le changement, les tumultes parce que l'entreprise n'est pas statique. Je pense que ça, c'est un point sur lequel on peut être tous d'accord, c'est qu'il y a tout le temps du changement dans une entreprise et donc le fait de toujours être OK avec apprendre des nouvelles choses, avec, heu,
j'aime bien, il y a une phrase qui dit: «Il faut être OK avec le fait d'être nul». OK avec le fait de recommencer quelque chose et de pas être bon au début, parce qu'en fait, tout le monde a démarré comme ça. C'est vrai, c'est absolument vrai, c'est absolument vrai. Il faut pas oublier que, moi j'ai c'est vrai qu'avant que j'ai créé ma société, j'ai eu des propositions de poste, de PDG d'autres sociétés et on pense: «Waouh, c'est bien, c'est mon, prochaine étape» et cetera. Mais on a toujours cette petite voix qui dit, «Oh non, mais tu as jamais fait ça, donc tu penses que tu vas réussir, mais comment tu vas réussir? Tu as jamais fait ça». Et moi, je dis, tais-toi, la petite voix, tais-toi, parce que tout le monde a commencé quelque part. Les PDG que vous voyez, ils étaient PDG pour la première fois. Un jour, ils étaient PDG pour la première fois. Donc, s'ils sont toujours PDG, c'est que bah, ça continue. Voilà, ça continue. Peut-être PDG dans une autre société. Enfin, donc, chaque étape, même si c'est ta première fois, quelqu'un était avant toi, c'était leur première fois aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur de la première fois de faire quelque chose. Et pour les femmes, dans ce contexte, je voudrais qu'elles sachent qu'elles devraient postuler pour les postes, même si elles ne sont pas complètement qualifiées. Les hommes, ils postulent toujours pour les postes, alors qu'ils ont vraiment 20% des qualités pour ce poste, mais ils postulent quand même. Donc les femmes, il faut que vous soyez parées, il faut foncer, il ne faut pas hésiter, il faut foncer et vous postulez pour un poste même si vous n'êtes pas 100% qualifié. C'est pas parce que vous n'êtes pas 100% qualifié que vous n'allez pas avoir le poste. Donc, franchement, il faut J'adore, poser. complètement. Complètement, et il y a une partie dans ce qu'on vient de dire, en fait. Tu vas apprendre et c'est OK si tu fais des choses, pas parfaitement bien au début. C'est OK de pas être la bonne élève pendant, quelques mois au début parce que tu commences à apprendre quelque chose de nouveau. Et il y a même une partie de moi, le la partie, consultante en perf mentale qui dit que tu apprends davantage dans un poste où justement tu sais pas tout faire, que dans un poste où tu sais déjà tout faire et que tu connais tout, parce que, en fait, tu alimentes plus la partie qui a envie d'être alimentée et qui a envie d'apprendre. Donc, foncez, allez sur des postes, auxquels vous avez pas toutes les, vous cochez pas toutes les cases. Et justement, j'aimerais bien parler de toi au début. Tu dis, on a été, enfin, il a d'abord été, débutant, PDG, et toi, dans ces postes de direction-là, quand tu as été débutante ou même tout au long sur la suite, quels ont été pour toi les freins, les difficultés, que tu as pu voir, ou bien les peut-être les sacrifices que tu as dû faire, pendant ces, postes-là? Ben, c'est sûr qu'il y a toujours des difficultés et des sacrifices. En tant de femme, on a souvent les sacrifices de temps, de temps à passer avec nos enfants, passer avec, nos conjoints, passer avec nos amis. J'ai pendant des années, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé et ça vous enlève de votre famille, c'est un sacrifice. Il faut que la famille comprenne que quand tu seras là 100%, et quand tu es en voyage, tu es vraiment pas là. Donc il faut que l'autre partenaire prenne le relais, ou les grands-parents ou les tantes ou les oncles, la famille. Et moi, j'ai pendant longtemps, les voyages que j'ai fait tous les 15 jours à l'étranger, souvent j'étais aux US. Je rentrais le samedi, des fois, l'après-midi, et pour ne pas nuire à notre vie sociale avec mon mari, je sortais le soir. Donc je faisais une sieste d'1 heure, 2, et je sortais le soir pour continuer la vie. Je ne veux pas que ça impacte aussi notre vie sociale. Donc il y a des sacrifices à faire, c'est sûr. On nous explique pas toujours en tant de femme, que c'est toi qui vas rester avec l'enfant quand il est malade, c'est souvent pas ton mari. Bon, ça change, hein, maintenant, mais à ma génération, c'était vraiment ça. On privilégiait la carrière des conjoints au-dessus de celle de leur femme. Voilà, exactement. Et de difficultés, on va toujours avoir les difficultés. On a la pression, on a les investisseurs, on a les chiffres à faire, on a les gens des fois qu'on doit débaucher, on a des contextes difficiles, on doit motiver le personnel quand on n'est pas motivé soi-même. Qu'on est vraiment au fond du trou, on peut pas laisser ça, personne peut l'apercevoir, parce qu'on est le leader et on doit continuer.
et se battre pour l'équipe et leur remonter le moral. Il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de décisions. Il faut savoir prendre la responsabilité des décisions qui sont difficiles. Il faut pas pointer les doigts. Il y a beaucoup de leaders qui disent: «Non, mais c'est leur faute, eux, c'est le département ici, c'est ça et ça». Non, un vrai leader va dire: «Moi, c'est moi qui a pris la décision, c'est moi qui est responsable. Donc si ça a pas marché, c'est moi qui prends la responsabilité. Maintenant, je vais réfléchir avec les équipes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer et aller dans la bonne direction si j'ai pris la mauvaise direction». Moi, je pense que ça, c'est plus grand que tout ce qu'on peut demander d'un leader, c'est de vraiment avouer quand ça n'a pas marché et prendre cette responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, personne veut prendre cette responsabilité. Et je trouve qu'un vrai leader, non, c'est les vrais leaders qui prennent ces responsabilités. Donc ça, c'est très important pour moi aussi d'être intègre et entier. C'est des valeurs pour un leader primordiales. J'ai un peu J'allais dérivé. te demander justement quelle est ta, Oui. quelle est ta définition du leadership, toi? Ta Ben, je propre définition du leadership? je pense que c'est ça, ma propre pour moi personnellement, c'est d'être, droit avec moi-même, ma parole est roi. Si je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. C'est ma parole qui est roi. Ça, c'est très, très important pour moi, l'intégrité, l'honnêteté, le côté business, c'est toujours, pour un leader, sens stratégique et il faut avoir une vision. Il faut savoir comment on arrive à cette vision, les étapes pour arriver. Aussi, il faut avoir une bonne compréhension de leadership, comment motiver les gens en dessous de vous, les compétences, pour, régler les problèmes, parce qu'ils peuvent être des problèmes très complexes. Voilà, je pense, grosso modo, c'est ça, être un vrai et un bon leader. Heu, voilà. Et justement, quand tu parles de, la résolution des problèmes, comment tu gères, les moments de difficulté, les moments de crise, tu disais, quand tu es pas motivé, il faut motiver les autres. Comment est-ce que toi, tu as géré dans ton quotidien, en tant que general manager ou VP, comment est-ce que tu gères la notion de problème? J'imagine qu'il y en a plein qui t'arrivent dessus, j'imagine qu'il y a une notion de tu dois les prioriser, peut-être que tu dois aussi, trouver des solutions rapidement, est-ce que c'est par toi? Est-ce que c'est toujours avec ton équipe? Comment est-ce que tu gérais ces moments-là de problèmes ou même voire de crise? Oui, d'abord, je pense l'écoute est très important. Dans un gros problème ou, période de crise, il faut écouter d'abord. Il faut vraiment écouter, mais il faut écouter de tous les côtés. Il faut écouter son équipe, il faut peut-être écouter d'autres départements parce que ça peut être un problème qui, est à travers, plusieurs départements. Ça peut être des problèmes avec des clients. Il faut vraiment écouter d'abord, tous les côtés. Après, on peut bien sûr impliquer l'équipe et il faut, je pense, à trouver une solution. Moi, j'aime bien, réfléchir, avec l'équipe, faire des brainstorming, mais aussi je réfléchis de mon côté. Des fois, il faut prendre de recul, pour pouvoir bien réfléchir. Des fois, si j'ai un vrai problème, je décide peut-être pas tout de suite dans la journée. Je vais dormir, je vais réfléchir, je vais me balader, je vais aller courir, je vais me stimuler les neurones pour, trouver des idées et après je vais les réexposer à l'équipe en me disant: «J'ai pensé à ça, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les pour et quels sont les contre? Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que vous en pensez?» Voilà et après on peut construire, la solution ensemble. Bon, des fois on peut pas, des fois, on a un problème qu'on peut même pas expliquer à son équipe parce que c'est un problème, de direction qu'on est obligé de garder dans un groupe, d'exécutifs. Bon, ça, c'est un autre genre de problème. Donc, avec les collègues, il faut poser des questions avec les collègues, voir les solutions. Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? Hem, voilà, quels étaient les résultats? Qu'est-ce que vous suggérez? Construire un solution entre collègues. Après, j'ai aussi la chance d'avoir ce groupe de management
On est tous les entrepreneurs et on se parle des problèmes et on se donne les solutions. Moi, j'ai essayé ça, tu devrais essayer ci. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Donc ça importe aussi d'autres idées. Et je pense d'aller piocher un peu dans les ressources différentes ou aller voir. Moi, les managers que j'ai beaucoup appréciés dans ma vie, que j'appelle des fois et je dis j'ai ce problème, qu'est-ce que tu en penses? Voilà le contexte, est-ce que tu pourrais m'aider? Il faut avoir les gens qu'on peut aller parler de tout. Voilà. Et ça nous aide parce que des fois on se sent seul. En tant que leader, on se sent vraiment seul à prendre les décisions, mais il faut aller piocher là où on peut. C'est hyper intéressant et ça résonne énormément avec, bon les men le mentoring qu'il y a beaucoup dans les entreprises aussi, de faire des échanges. Alors c'est parfois du mentoring non mixte qu'entre femmes, mais ça résonne aussi beaucoup avec l'idée de, dès le début de sa carrière, moi on m'avait fait ce conseil-là et tu me dis si ça résonne et si, tu trouves le conseil intéressant, mais on m'avait dit, «Souviens-toi de qui était là pour toi et note-les et garde le contact. Crée un lien et garde le contact avec ces personnes-là parce que si elles t'ont aidé à un moment, c'est qu'elles ont vu quelque chose d'intéressant en toi. Peut-être qu'elles se sont pas dit que tu allais devenir X ou Y comme toi tu le voudrais, mais au moins elles ont vu quelque chose en toi, donc garde le contact avec eux. Et c'est vrai que c'est très peu de personnes, hein, finalement, c'est peut-être une seule personne dans chaque entreprise, et j'ai fait que 30 entreprises, donc c'est assez court. Mais en tout cas, toutes ces personnes-là, je les garde et j'en prends soin, en fait. Je prends soin du contact parce que je sais que ça m'a apporté quelque chose. Et petite anecdote, j'ai fait la même chose avec certains professeurs de mes études parce que pareil, j'avais vu qu'il y avait quelque chose en plus. Non, mais absolument, il faut absolument faire ça. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Et quand tu te rends compte que toi, tu es dans le carnet des autres, c'est là que c'est très flatteur aussi. Je veux te dire aussi, Margot, une chose qui est importante, je pense, quand je voulais le poste de vice-président et general manager, il fallait que je me batte pour le poste, en fait. Que je convaincre le leadership que j'étais prête. Et en fait, j'ai une amie, une très bonne amie qui a eu une évolution de carrière similaire à moi et je l'ai appelée un jour et elle m'a dit: «Prends un coach, prends un coach» et elle m'a donné le nom d'une femme coach qui était très intéressant, puisque, elle avait beaucoup d'expérience, à grimper les échelons et elle avait beaucoup d'expérience à coacher les hommes et les femmes et elle m'a beaucoup aidée à relativiser les choses et de prendre le recul et d'être plus posée dans mes stratégies et dans mes idées quand je veux être entendue par la société et par l'executive team. Et je pense que, à des moments différents dans ta carrière, tu devrais, tu devrais justement investir en toi-même et si tu peux prendre un coach pour un certain temps pour t'aider à dépasser, certains obstacles dans ta carrière. Ouais, je pense que c'est important et je pense que c'est un outil, hein, je pense qu'il faut le remettre un petit peu à sa place. Le coaching, c'est un outil pour t'accompagner, pour t'aider dans l'évolution de ta carrière, en fait. Je pense qu'on l'oublie un peu parce que le coaching est devenu un peu un mot qu'on met partout pour, un peu tout et rien dire. Mais quand on le remet bien à sa place et bien à ce qu'il est, c'est vraiment un outil très important, très puissant, moi je trouve aussi, parce que ça peut aller très vite avec certaines prises de conscience qui sont très bien faites, très bien poussées, parce que finalement le travail, c'est nous qui le faisons, hein, c'est les coachés. C'est pas le coach, à proprement parler. C'est vraiment un travail, côté coaché, et ben, finalement, il y a des prises de conscience qui vont vraiment te faire évoluer, très fortement dans ta carrière, donc je suis complètement alignée et moi, je pense que le coaching m'a accompagnée dans l'autre sens à oser me lancer, à oser, créer le cabinet. Donc c'est un outil qui est très fort quand on n'arrive pas tout seul, à
sortir de certains petits blocages qui peuvent parfois nous desservir. Et dans ce que tu disais, il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on revienne un petit peu. Quand tu as dit j'ai dû convaincre pour ma place, et je pense que ça, c'est un point aussi très intéressant entre hommes et femmes. Beaucoup de femmes que j'ai aujourd'hui dans le podcast sont arrivées à leur poste parce que d'autres personnes ont reconnu leurs valeurs et les ont fait évoluer. Ça me fait me questionner quand même en me disant: «Est-ce que du coup, il y aurait pas un petit coup de boost à se donner soi-même en tant que femme dans sa carrière?» En se disant: «Est-ce que» un peu ce que ça résonne énormément avec ce que tu as proposé tout à l'heure et ce que tu as poussé les femmes à faire. Est-ce qu'on serait pas un peu plus, heu enfin, est-ce que ce serait pas plus facile d'atteindre certains postes si on demandait et si on était nous-mêmes à l'initiative d'atteindre ces postes-là, plutôt que d'attendre la reconnaissance de ce mentor, cette personne-là? C'est absolument 100% sûr. Il faut demander pour ces postes et c'est ça qu'on ne fait pas en tant que femme. Mais il faut demander parce que tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut dire 3 réponses. Non, on peut dire oui ou on peut dire pas tout de suite. Et il faut pas avoir peur de ces 3 réponses. Parce que si vous demandez pas en tant que femme, pour le poste que vous voulez, pour accéder à autre chose, pour continuer à avoir une évolution, vous allez pas l'avoir. Il y a personne qui demandera à ta place. C'est toi qui dois être, moteur de chef du bateau, chef de conducteur, chef du train, enfin, de l'avion, pilote de l'avion, c'est toi. Moi, je dis toujours à mes filles, c'est quoi la pire des choses qui peut arriver? C'est qu'ils disent non. OK. S'ils disent non, mais tu demanderas ailleurs. Mais tu demanderas ailleurs. Donc, tu peux changer de poste, tu peux changer de société, tu demanderas pour le poste que tu veux. Si tu veux vraiment le demander, moi, dans le contexte, c'était compliqué parce que la personne qui m'a gérée à l'époque était un vice-président. C'est un homme. Et moi, je voulais le poste de vice-président. Mais comment je pouvais toujours être gérée par lui si on avait le même titre? Donc c'était le dilemme. Voilà, c'était le dilemme. Mais en fait, il connaissait guère ce que je faisais parce qu'il était plus focalisé sur le US que l'international. C'est moi qui maîtrisais. Donc en fait, je suis allée demander, au PDG pour ce titre en démontrant pourquoi je pensais que j'étais un bon candidat pour ce titre. Ce titre n'existait pas à l'époque, en fait. Donc, il faut oser aussi créer sa poste, créer sa place dans l'entreprise en démontrant les atouts et ce que tu apportes à la société. Et en plus, c'est un vote de confiance pour la société. Si tu vas leur dire, écoute, moi, je veux continuer ma carrière chez X, et pour continuer ma carrière, je voudrais continuer à grandir et apprendre des choses. Ça peut être que à la bénéfice de la société. S'ils vous apprécient, ils vont dire oui. Donc, ils vont trouver une manière de te garder et te placer dans un poste où tu peux continuer à grandir en tant de personnel, et aussi pour l'entreprise. Donc, oser demander, voilà. Faut pas avoir peur du non. Non, non, ça veut juste dire, dans ma tête, bon, moi, je suis un peu, on m'a dit: «Je suis un peu des fois, je lâche pas facilement». Donc, je pense que si on me dit non, je trouve une manière de tourner autour ou de passer par-dessus ou, s'il faut, je vais voir ailleurs. Donc, voilà, je pense que il faut pas avoir peur de ça. J'adore, on dit souvent, je crois que c'est dans le monde commercial, on dit: «Le non, tu l'as déjà». C'est-à-dire qu'en effet, si tu as envie d'un poste, mais que tu vas pas, poser la question, tu as déjà le non, puisque du coup, tu vas pas demander le poste. Donc ce que tu vas chercher, c'est le oui. Ouais. Exactement. J'adore. J'ai une petite question moi s pour revenir un peu sur sur le l'égalité, cette idée de parité dont on parle depuis le début de ce podcast. Moi, j'aimerais savoir si les nouvelles conversations, les nouveaux, contenus, des statistiques ou ce genre de choses ont eu une influence, sur ton approche de leadership, sur ta manière de leader tes équipes ou en tout cas peut-être de partager un message? Tu fais référence à les mouvements de la femme dans la société?
Par exemple, les mouvements ou les contenus, il y a beaucoup de contenus désormais sur l'égalité homme-femme en entreprise. Il y a aussi, des tendances, tu sais, qui se mettent en avant avec les quotas en France, notamment et je pense peut-être dans d'autres pays d'Europe aussi, et toute cette mouvance finalement, qui met ce sujet sur la table. Est-ce que ça a eu un impact sur ton approche, de leadership, sur ton leadership? Alors, dans le fond, non, parce que moi, j'aurais jamais, 2 personnes qui fait le même poste sur mon équipe, qui sont de sexes différents, qui sont payées différemment ou traitées différemment. Je pense que fondamentalement, moi, je me baigne dans l'égalité, dans ma tête depuis très longtemps. Donc pour tous les équipes que j'ai construit, il est hors de question que, il y avait pas d'égalité. Et effectivement, on a vu une grosse évolution des choses. Moi, ma génération, par exemple, ma mère, elle a eu le choix en sortant de l'université de 3 métiers. Les 3 métiers à l'époque étaient institutrice, infirmière ou assistant à la direction. Donc c'était dans les années 50. Quand je pense à ça et ma mère et comment elle s'est battue et comment elle était retournée à l'école faire un master et après, comment elle a dû se battre, ma mère, pour avoir une égalité de salaire avec les profs hommes aux USA, en Californie, dans les années 70, les femmes, elles étaient payées beaucoup moins que les hommes pour le même poste et même les femmes qui étaient éduquées avaient un diplôme supérieur aux hommes. Et c'est vrai que j'ai grandi avec ça. Donc j'ai vu la première main, ma mère était quelqu'un de très forte qui se battait toujours pour l'égalité. Et je pense que pour moi, j'ai grandi, mes parents m'ont dit, enfin voilà, tu peux faire comme ton frère, tu peux faire tout ce qu'il fait, tu peux faire tout ce qu'il f enfin, il y avait jamais de limite. Et donc je pense que cette mentalité américaine, ma génération, on se sentit capable de tout faire. Donc l'égalité, je pense que j'ai eu beaucoup de mal avec la culture en venant en France parce que j'ai vu qu'il y avait c'était moins égal que peut-être, aux US. Je pense que les femmes n'avancent pas aussi vite qu'on devrait. Je pense franchement que quand on voit les statistiques dont que tu parles, qu'une femme est toujours payée moins qu'un homme pour le même poste à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et il faut vraiment que les femmes continuent ce travail pour arriver à l'égalité. Je ne sais pas si, un jour on l'aura absolu. Je sais qu'il y a dans les pays comme la Suède, on met beaucoup de lois en place pour que ça arrive. Mais d'un autre sens, est-ce que, il n'y a pas un backlash aussi, hem, qui peut arriver que de coup les femmes veulent être égales, donc bah, on va faire exprès pour pas, les inclure dans certaines choses. Enfin, c'est vraiment un bataille des sexes. Ça devrait pas exister. Les cerveaux, on a tous un cerveau, on peut tous, accélérer dans les postes. Il faut pas voir, la différence entre les sexes, franchement. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis et je pense que bien au contraire, je suis carrément alignée avec toi. Bien au contraire, il faut travailler ensemble, et je pense que ça peut durer beaucoup plus longtemps à atteindre cette égalité si, on se focalise que sur ce que font les femmes. Pourquoi je te dis ça? Parce que je vois bien avec le cabinet que faire, évoluer la mentalité des femmes et faire évoluer leurs actions, leurs audaces aussi comme on a dit là, bien évidemment, c'est une chose, mais les faire évoluer dans une culture d'entreprise qui cherche à être inclusive, pour ça, il faut absolument les hommes aussi. Alors oui, il faut les femmes, mais il faut les hommes aussi et c'est nécessaire d'avoir la notion d'environnement dont tu parlais au début, que ça soit dans la start-up, dans ICAD et j'imagine aujourd'hui avec Past Partners, Europe. Je je pense que c'est vraiment primordial d'avoir cet environnement dans lequel il y a la possibilité d'avoir cette audace, de se lancer et de faire les choses et avec ces cultures-là, on aura toute la partie, que moi je suis persuadée que la parité, la mixité et le fait d'avoir des équipes avec différentes,
mentalité des personnes qui viennent de différentes écoles, et cetera, va apporter davantage de performance. Donc, de facto, on est en lien avec, ce dont l'entreprise a besoin. Donc le travail de l'entreprise sur la culture de l'entreprise, heu, est nécessaire aussi par les hommes. Donc on a besoin définitivement des hommes alliés pour travailler sur cette thématique. Je suis, complètement alignée là-dessus, ouais. Il faut s'accrocher, il faut que les femmes s'accrochent à ces hommes-là parce que c'est ces hommes qui promouvoient les femmes, ils sont des perles rares et il faut vraiment qu'on les inclue dans notre bataille pour l'égalité. C'est vrai que c'est exceptionnel. Moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'hommes autour de moi dans ma carrière qui m'ont fait beaucoup confiance et qui m'ont aidé à accéder à des postes que je rêvais d'avoir, qui m'ont donné la chance. Et je suis pleine de gratitude pour ça. Mais il faut continuer. Ces hommes-là, il faut continuer, il faut se battre pour les femmes. On le voit tous les jours. On le voit tous les jours. Et on les remercie pour leur aide. Ouais, complètement. Complètement, on les remercie et je pense qu'il y a en effet, comme tu l'as dit, tu vois, ils t'ont aidé. Il y a une première prémisse du fait que tu avais certainement demandé, montré ton intérêt par rapport à ces postes-là. Donc on revient sur l'idée de soyez audacieuse, demandez les choses, n'attendez pas toujours que, la reconnaissance vienne toute seule parce que vous travaillez dur. N'hésitez pas à demander. On va terminer avec les 2 dernières questions du podcast du coup, Michel, celles que j'aime bien poser, à chaque fois à la fin. Quel est le pire conseil qu'on ne t'ait jamais donné, dans ta carrière? Tais-toi, dis rien. Tu as vu quelque chose qui t'est pas, peut-être tu penses que c'est pas honnête ou c'est pas correct. Tais-toi. Et non, non. La personne qui te dit ça, tu devrais pas être vers cette personne, tu devrais pas travailler pour cette personne, tu devrais pas être, avoir cette personne dans ton environnement. Quelqu'un qui va te dire de ne pas faire quelque chose que tu sais qui est correct et faut s'exprimer ou il faut partir de la situation. Voilà, le pire de conseils, je pense, c'est ça. Le Et pire, à ne pas suivre. Sur une note un peu plus sympa, quel est le meilleur conseil qu'on ne t'ait jamais donné, Michel? je pense que la meilleure conseil, c'est difficile parce que j'ai eu beaucoup de conseils fabuleux, mais celle que je pense tout de suite, c'est, quand j'ai fini mon MBA à l'ESSEC, j'ai commencé un poste et j'ai été payée des miettes, mais des miettes quand j'ai commencé ce poste. Et j'ai trouvé ça tellement injuste. Comment je sors d'une grande école, j'ai déjà l'expérience et je suis payée vraiment des miettes. Et mon mari m'a dit quelque chose qui m'a toujours resté à l'esprit. Il m'a dit: «Fais ta passion et l'argent, ça viendra. Fais ta passion. Exprime-toi, continue dans le métier que tu aimes et l'argent, ça viendra». Et en fait, il avait raison parce que, il faut pas juste voir la valeur de le poste que tu occupes. Vois la future valeur de ton poste que tu occupes. Parce que tu es en train d'apprendre plein de choses à ce stade. Peut-être tu n'es pas payé bien. Je ne dis pas rester dans un poste qui n'est pas bien payé, mais prends ce qu'il y a à apprendre. Apprendre et avancer ta carrière parce que tu as eu cette expérience. Et la prochaine société que tu te présentes, tu vas demander le double de ce que tu as gagné et le triple. Et tu vas continuer jusqu'où tu arrives au poste où tu es bien payé pour ce que tu fais. Et tu le mérites parce que tu as fait tout le chemin. Mais ne te fixe pas sur que l'argent. C'est aussi l'expérience qui est importante. J'adore. Fais ta passion et l'argent viendra. Ouais, Très beau conseil. Non, qu'est-ce que tu penses aurait été différent si j'avais reçu un homme à ta place? c'est une bonne question. Tu aurais eu les réponses différentes, c'est sûr. Tu aurais eu sûrement un chemin de carrière difficile, enfin difficile, différent, peut-être plus avancé. Peut-être, peut-être plus avancé. Peut-être, cet homme, il aurait eu, plus de network, il aurait s'appuyé sur plus de network pour arriver à des postes, que peut-être il était pas du tout qualifié. Hem,
Il a peut-être dû se battre moins pour les choses. Le chemin était peut-être plus facile pour lui. Enfin, c'est l'image qu'on a en tant que femme des hommes, mais je suis pas si sûre que c'est vraiment la réalité. C'est juste parce que nous, les femmes, on pense des fois c'est plus facile d'être un homme, mais je suis pas si sûre des fois. Moi, je suis ravie d'être une femme parce que on peut, c'est vrai qu'on peut tout avoir entre guillemets. On peut être fidèle à soi-même, avoir les amis, la famille et un beau métier qu'on apprécie. Et être une femme, on a toujours une sensibilité, peut-être une croyance ou une façon de voir le monde que je pense qui est très positif et je changerai rien au monde. Je préfère être. Merci pour ton partage sur ton parcours. Merci pour tous les conseils que tu as partagés, qui sont précieux et qui, je sais, aideront énormément nos auditrices et auditeurs. Je l'espère aussi. J'espère qu'on aura certains hommes alliés qui nous écouteront après cet enregistrement. Merci encore infiniment pour ton temps et bravo, bravo pour ton parcours. Merci Margot, merci à toi pour tout ce que tu fais. Continue, c'est très beau, c'est super. À bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Désormais, à ton tour, quel est l'enseignement que tu en tires? Avec quoi repars-tu de cet épisode? Prends le temps de te questionner et d'incarner ce que tu as appris, de tester certaines choses et de te challenger au quotidien. Partage également tes réflexions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BeyondTheRow. Tu peux également me taguer directement. Maintenant, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast avec des personnes de ton entourage que ça pourrait challenger, impacter. Et bien évidemment, écris-moi tes propositions de suggestions d'invités. Ensemble, faisons entendre la voix des femmes qui transforment le monde professionnel pour les futures générations de leaders. Alors à très bientôt pour le prochain épisode.